Alors, Hicham Bouchouel, bonjour et merci d'avoir répondu à mon invitation à ce podcast. Nous sommes très, 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 très en attente de compréhension de ces histoires de crypto-monnaies, de monnaie banque centrale, etc. Et compte tenu de ton expertise et de ton background, je pense que tu vas vraiment nous apporter un éclairage à l'attention de gens qui ne sont pas du domaine. Donc, je te remercie encore une fois et bienvenue dans mon podcast. Merci beaucoup, Slim, pour ton invitation. C'est effectivement un sujet de plus en plus d'actualité. L'adoption est en train de se faire par paliers. C'est pas une option encore, une adoption généralisée, mais il est quand même grand temps pour les gens qui ne s'y sont pas encore intéressés d'y jeter un œil pour ne pas peut-être connaître des frustrations à l'avenir. Voilà. Pardon, je voulais te dire, donne-nous un petit aperçu brièvement, évidemment, de ce qui t'a conduit vers les crypto-monnaies et des perspectives sur les tendances actuelles au niveau mondial. Écoute, en ce qui me concerne, je viens de la finance traditionnelle et ce que les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans les cryptos appellent la TradFi, et on se moque un petit peu maintenant, on disait TardFi, RetardFi, un petit peu retardé. Et c'est clair que quand tu vois le niveau technologique aujourd'hui de la finance décentralisée, on peut vraiment dire que les banques classiques et les institutions financières internationales ont un train de retard, voire plusieurs trains de retard. Donc il y avait une curiosité et une volonté de coller à l'actualité et au progrès, en fait, hein. Je pense que tu es quelqu'un d'assez curieux aussi et que tu as toujours eu cette tendance en étant out of the box, mais en étant aussi à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui transforme les économies et les sociétés. Et je pense que là, on est typiquement dans une technologie qui transforme et les économies, qui va transformer les économies, qui a déjà transformé les économies de millions d'utilisateurs, de participants au blockchain et aux crypto. Donc il y avait une curiosité, il y avait un opportunisme parce que c'est un marché c'est les cryptos. Quand je dis les cryptos, on va rentrer en granularité tout à l'heure, mais parlons du Bitcoin en général, qui est la mère de toutes les cryptos, euh, est à cette classe, une classe d'actifs qui a payé le plus, en fait, depuis ces 12 dernières années. Donc, quels que soient les investissements que tu aies faits, ces 12 dernières années, tu n'aurais jamais gagné plus d'argent qu'avec le Bitcoin. Jamais. Ni Amazon, ni Apple, whatever, rien du tout. Donc, il y a eu cet opportunisme au sens capitaliste du terme, un opportunisme positif, et essayer d'intégrer à cette classe dans mon métier de gérant de portefeuille. Un peu de FOMO, c'est-à-dire que évidemment, comme tout le monde, comme la plupart du monde, euh, j- j'ai raté le coche en 2011-2012. Tu sais, on fait toujours ce rewind en disant, ah, mais si j'avais pas acheté cette montre en 2012, si j'avais pas acheté ce tableau en 2013, si j'avais pas acheté cette guitare en 2015, combien de Bitcoin aurais-je eu et quelle aurait été ma fortune, une fortune de Crésus. Mais Bitcoin n'est pas fait pour ça, en fait, parce que à quel que soit le prix auquel tu aurais acheté Bitcoin, tu l'aurais revendu avec le double. La nature humaine est faite de cette manière-là. Et enfin, je dirais le réel intérêt pour la technologie du blockchain qui est l- l'avènement de la finance 3. Voilà. Et ça, celui qui ne s'y prépare pas, les grandes banques s'y préparent en cachette, elles ne le disaient pas jusqu'à 2023, elles le disaient doucement, on va dire en 2022, elles commencent à le dire en 2023 et elles l'affirment en 2024. C'était honteux, tu comprends, et puis maintenant ça ne l'est plus. Et les perspectives, si j'en suis le développement et l'adoption de moins en moins timide chez les banques internationales, même le comité de Bâle, on va y en revenir tout à l'heure, euh, les, les perspectives pour l'économie mondiale sont énormes en fait, hein. C'est le nouveau pipeline parce que les cryptos ne sont pas une monnaie, ça c'est une erreur que de dire ça, on va en revenir tout à l'heure là-dessus. C'est une technologie, une autoroute, une infrastructure. Il n'y a pas de crypto-monnaie, il n'y a pas de monnaie. Tu achètes du Solana, c'est une technologie. Donc elle s'échange, donc elle peut faire office de monnaie si tu as envie de la vendre à quelqu'un, mais c'est en même temps une action, une autoroute, c'est une infrastructure, c'est un protocole, c'est beaucoup de choses en même temps. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on n'arrive pas trop, la SEC elle-même n'arrive pas trop à définir si tel ou tel projet, token, crypto,
appelons ça comme on veut, est une action ou une commodity comme l'or. C'est assez complexe. Donc, oui, à l'échelle mondiale, les perspectives et les conséquences vont être énormes. Euh, le blockchain va permettre de disrupter beaucoup de choses, de retirer beaucoup d'intermédiaires dans différents corps d'État, dans la finance, dans le droit, les notaires, par exemple. Un jour, les notaires, pour moi, c'est un métier en noir et blanc. Je comprends pas encore l'existence de notaires dans la blockchain où tout est auto-validé en fait par un protocole. Euh, je pense que la blockchain permettra aussi de participer à la croissance de l'intelligence artificielle pour tout ce qui est calcul. Donc, on va avoir une courbe exponentielle de développement de data centers, de bandes passantes très puissantes. Enfin, l'économie de marché va faire que les entrepreneurs vont créer des solutions pour faciliter et fluidifier le passage de data. Les échanges financiers, donc peut-être que des pays qui n'ont pas encore pleinement embrassé euh, l'ouverture capitaliste, le marché d'échange, pourront faire un saut technologique et un saut de, euh, philosophique, on va dire, dans leur façon de gérer les flux financiers et de passer directement au blockchain. Certains pays le font. Et voilà, je pense que à Ouais. terme, ces crypto-monnaies vont révolutionner beaucoup plus que les marchés financiers, beaucoup plus. Hicham, écoute, on voit très très bien la complexité, je pense, pour un citoyen lambda à conceptualiser cette notion de crypto-monnaie, parce qu'évidemment, il la voit à travers le prisme d'une monnaie matérielle. Et euh, pour des pays comme nous, comme en Algérie, pays dont tu es issu, c'est encore beaucoup plus compliqué, d'autant plus que le législateur a produit un texte de loi qui interdit l'usage ou l'utilisation d'ailleurs des crypto-monnaies, du Bitcoin en particulier. D'ailleurs, dès le départ, ça avait commencé comme ça. Depuis, le texte de loi n'a pas été amendé. Est-ce qu'un pays comme l'Algérie peut rester en marge de l'utilisation des crypto-monnaies, enfin de l'utilisation de la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies? C'est une bonne question. Et je pense que la position historique, si tu veux, de la BN, de la Banque d'Algérie et puis des autorités, on- a été assez logique en fait, parce que la Banque centrale européenne, la SEC aux États-Unis, ont tous, à la découverte de, la- de ce secteur, émis un niet de facto. Parce qu'on ne comprenait pas ce qu'était vraiment ce secteur de la monnaie, pas de la monnaie, de l'investissement. C'est très compliqué. Et distinguons deux choses. Distinguons la nécessité de devoir échanger rapidement, de créer un flux entre deux personnes, flux de valeur. Là, la monnaie au sens où on l'admet, toi et moi, quand on va faire le marché, tu vois. Là, pour le coup, on parle de monnaie officielle digitalisée de banque centrale. Là, l'Algérie, comme tout autre pays, pourrait décider de créer des portefeuilles numériques pour les citoyens qui le veulent et faciliter par là même la disparition progressive du cash, qui de toute manière dans les pays occidentaux tend à s'accélérer. En vérité, moi perso, j'ai jamais de cash. Et ça, c'est une façon de voir la monnaie comme un bien souverain pour l'État. Pas de problème. Ensuite, pour ce qui est du Bitcoin, le Bitcoin, pour un Algérien, de toute manière, il ne pourra pas en acheter. À partir de dinars, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait le changer en dollars ou en euros. On peut pas, l'intermédiation n'existe pas. Ce qui signifie que la vraie question, c'est une fois que si un jour le contrôle d'échange devait être un petit peu plus assoupli, notamment permettre à des Algériens qui ont des comptes en devises officiels, légaux en Algérie, pourraient-ils passer par des exchanges situés en Algérie pour épargner sur du Bitcoin, tu vois, c'est à leur risque et péril évidemment, hein, avec tous les disclaimers, mais pour ça il faudrait passer par des exchanges régulés qui pourraient être en partenariat avec des banques privées et publiques. Ça, c'est entièrement possible du moment que tout est déclaré.
il y a ce mythe qui dit que le Bitcoin ne sert qu'à blanchir de l'argent, à tricher. Non, ça c'est faux. Il n'y a pas plus transparent que la blockchain, c'est-à-dire que tu peux savoir historiquement tout, tous les mouvements de chaque adresse. C'est public, c'est dans le protocole. N'importe qui peut aller le voir en fait. N'importe qui. Tu n'as pas les noms, mais tu as les adresses. Et s'il y a un problème avec une autorité judiciaire, la dite autorité judiciaire peut remonter à l'exchange, disons la banque qui détient cette adresse, ce compte, et l'identité du contrevenant serait de facto connue. Donc, ce que dit Christine Lagarde à propos du funny business des crypto-monnaies est une hérésie, un mensonge. En fait, elle ment, parce qu'elle n'est pas un culte, elle ment, et c'est ridicule. Donc, pour l'Algérie, si on isole les monnaies numériques de banque centrale, qui sont quelque chose de complètement organisé par les États, C'est un sujet euh, d'ailleurs auquel nous allons venir dans quelques minutes. voilà, parfait. Si on isole ce sujet-là, il n'y a pas de raison, si c'est bien organisé, que des citoyens algériens en Algérie puissent acheter du Bitcoin avec des devises légalement obtenues sur des comptes devises algériens. Et c'est un sujet, j'espère que les entrepreneurs algériens ne tarderont pas à se saisir de cette potentielle opportunité pour faire un peu de lobbying, pour expliquer, j'ose pas dire le terme éduquer, parce qu'on n'est pas là pour éduquer les gens, mais pour expliquer à des autorités la viabilité de ce business et sa simplicité en vérité. Justement, tu as abordé la question des monnaies numériques de banque centrale, qui est évidemment quelque chose qui est en rapport avec la notion de crypto-monnaie. Je voulais savoir vraiment ce que tu en pensais. Donc, à l'échelle mondiale, on entend ici et là beaucoup d'institutions, de banques centrales qui annoncent la création de leur propre monnaie. Je pense que l'Algérie a commencé elle-même à y réfléchir. Quel est ton point de vue sur le sujet? Ah, alors après, tu sais, c'est philosophique et on y va de toute façon, hein, puisque on a de moins en moins de liquide. La création de monnaie se fait de manière quasiment électronique déjà. Si tu veux, quand on parle de planche à billets, c'est pas vraiment une planche à billets, c'est des banques commerciales qui créent de la monnaie, en veux-tu, en voilà, selon les directives de la politique monétaire. Euh, je, il y a quelque chose qui me fait peur parce que ça pourrait devenir un petit peu dystopique ou orwellien. C'est si les banques centrales arrivaient à faire disparaître la monnaie scripturale et contrôler une seule monnaie digitale qui serait sous son emprise, je pense qu'en termes de liberté, il y a quand même un risque parce que on a totémisé, je ne sais pas si ça se dit, mais sacralisé le rôle des banques centrales et des banques en particulier, et des banques en général privées. Est-ce que c'est vraiment leur rôle de présider à nos destinées? Moi, personnellement, idéologiquement, j'en suis pas convaincu. Et c'est à cause de cette conviction que des gens comme Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, on ne sait pas qui c'est, mais c'est un mythe, ou que tous les jeunes aujourd'hui qui font avancer toutes les blockchains, tout le Web3, toute cette finance décentralisée, c'est quand même, on préférerait avoir le choix, c'est-à-dire utiliser évidemment de la monnaie digitale de banque centrale pour payer ce qu'on a besoin de payer, ou pas, ou pas. On pourrait utiliser de l'USDT, on pourrait utiliser, c'est-à-dire des stablecoins qui ne proviennent pas de banques centrales, mais qui proviennent de compagnies privées, auditées, régulées, tout ce que tu veux. Mais on aimerait avoir le choix. Euh, Ce qu'il faut laisser aux gens, je pense, c'est toujours le choix et ne pas tomber dans une habitude, c'est mon avis personnel, de nous faire contrôler par des banques centrales, je pense à la Banque centrale européenne et à la SEC en particulier, qui sont en train de donner une tournure euh, un petit peu orwellienne, oui, à leur appréhension des crypto-monnaies. Donc moi, perso, ça me fait un petit peu peur. J'aimerais avoir le choix. Voilà. Ok. Bah, écoute, tout à fait, tu mets le doigt sur un problème fondamental et une question fondamentale qui est en train d'agiter le monde entier, c'est les libertés. Et visiblement, on s'achemine vers de plus en plus d'autoritarisme, de plus en plus de régimes autoritaires qui s'installent de par le monde. La démocratie, je pense, c'est une page tournée visiblement. Et cette monnaie numérique de banque centrale est une trouvaille extraordinaire pour les partisans d'un autoritarisme dur
qui va même contrôler la nature de la dépense que nous allons engager à travers cette monnaie. Donc, la question est véritablement grave. Elle concerne la société civile en général d'un pays et le fait que ce soit décidé dans des bureaux par des fonctionnaires euh, appelle véritablement un questionnement de cette mise en œuvre de cette monnaie de banque centrale. Euh, on en vient un tout petit peu, disons, à la fin de notre entretien avec une dernière question pour toi, justement, relative aux évolutions du secteur, des crypto-monnaies, des monnaies banques centrales. On en vient à la question des conseils. Quels conseils donner aux investisseurs, tant au niveau international qu'en Algérie, pour naviguer dans ce paysage changeant? Il y a une phase de compréhension. Ce qu'il y a de dommage pour nous, pour nos pays, c'est qu'on ne nous donne pas la chance de pratiquer et de comprendre. Donc, un jour ou l'autre, du jour au l'autre, on va se retrouver jeté dans ce magma de crypto-monnaies, de monnaie banque centrale, probablement sans comprendre les enjeux. Alors, je- tes conseils et recommandations. Alors, ils ne s'adressent pas ces conseils à des investisseurs privés, car ceci, évidemment, tu sais, le disclaimer habituel n'est pas un conseil en investissement. Euh, je dirais une chose. Tu sais, on a raté déjà, enfin, le citoyen algérien que nous sommes, avons raté avec notre épargne dinar la croissance, la participation à la croissance des techs depuis 2000. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu investir sur des entreprises mondiales. Il est toujours très intéressant d'investir dans son pays, de lancer des boîtes, mais l'univers aujourd'hui est mondialisé, si tu veux. On ne peut pas ne pas participer à ce qui se passe dans la Silicon Valley, en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, whatever. On ne peut pas. Et on a raté beaucoup de création de valeur, mais beaucoup de création de valeur. C'est-à-dire que des multiples qui auraient pu quand même contribuer à l'amélioration des retraites de beaucoup de gens en Algérie. Tu Euh, fais référence à un fonds, au- un fonds à la souverain bourse, à à la la bourse. bourse, au stock market US, au Nasdaq, tu vois, investir sur des ETF au Nasdaq ou avoir accès à des conseils dans les banques algériennes sur des actions internationales, par exemple. Tu vois, ben, toujours à partir de comptes devises légalement déclarés. Où est le problème? Faudra qu'on me l'explique. Et créer ainsi une dynamique. Si tu veux que les investisseurs étrangers viennent investir dans des entreprises à travers la bourse en Algérie, peut-être faut-il aussi que les Algériens puissent être autorisés à investir sur des marchés internationaux et profiter de la croissance des dix marchés. Donc on a raté ce coche et on continue à le rater. Personnellement, j'observe que la bourse est en croissance. Elle me prend par surprise parce que je pense qu'on est dans une situation assez critique pour que la bourse ne soit pas aussi reluisante qu'elle ne l'est, mais elle l'est quand même. Euh, Pourquoi je te parle de ça? Parce que je ne voudrais pas que les Algériens se retrouvent encore une fois en décalage par rapport à la blockchain, aux cryptos et surtout à la mère de tous les cryptos qui est le Bitcoin. Alors, pour répondre à ta question, je ne vais pas répondre algérien ou pas algérien. En Algérie, c'est très difficile l'accès. Donc, mis à part euh, créer une start-up en Algérie en surfant sur un peu de lobby vis-à-vis du régulateur, de permettre l'émergence euh, de paiements électroniques. Enfin, le travail doit commencer en amont en Algérie. Donc, ne parlons pas de la situation en Algérie, elle ne permet pas d'investir aujourd'hui dans ce secteur-là. Mais imaginons n'importe quelle typologie d'investisseur dans le monde dans un pays où le contrôle d'échange est plus souple. Eh ben, ce que je conseille, c'est d'être exposé déjà au Bitcoin, d'en détenir un petit peu, de manière même symbolique, si tu veux, parce que le symbolique en 2011, le calcul est très simple, hein, le symbolique en 2011, tu avais 100 dollars sur du Bitcoin. Si tu n'avais pas vendu à 200, tu aurais aujourd'hui 80 millions ou un truc dans le genre. Et tenir ton Bitcoin comme à l'époque nos aïeux le faisaient avec de l'or. Tu vois, on détient un petit peu ça. Ensuite, si tu n'es pas vraiment enclin à ouvrir des comptes dans des exchanges, à conserver tes bitcoins sur des ledgers, c'est-à-dire des sortes de clés USB dans lesquelles tu conserves hors du réseau ton adresse bitcoin, eh ben, tu peux investir à travers des proxys. J'ai un ami qui a fait un ETF à Paris, chez Melanion, un ETF, il y a 3 ans déjà, qui investit sur des sociétés exposées au Bitcoin, tu vois. MicroStrategy de Michael Saylor, des mineurs de Bitcoin comme Riot ou Marathon, et c'est coté à la bourse de Paris.
Et donc, tu es exposé, il y a une corrélation quasiment parfaite avec le cours du Bitcoin. Donc, tu peux investir sur ton compte titre sans passer par le monde crypto comme un proxy. Ensuite, le bon vieux, la bonne vieille méthode du dollar cost average de tous les jours ou tous les mois, épargner un petit peu une partie de ton épargne, quel que soit le prix du Bitcoin. Je parle vraiment que de Bitcoin, Slim, hein, parce que les autres projets pour moi sont du private equity avec des gros risques d'échec. Pour Oui, moi, mais Bitcoin, il faudra simplement que tu nous précises la problématique de le nombre limité de bitcoins à l'échelle planétaire. Il y a 21 millions de bitcoins, je crois, c'est bien tout ça. à fait, tout à fait, Et tout à fait. comment faire avec un nombre limité de bitcoins satisfaire la demande mondiale? C'est pour ça aussi qu'ils prennent de la valeur. Toute la rareté, exactement. Alors, il n'en reste plus que 2 millions à miner aujourd'hui. Et 2 millions de bitcoins, c'est un chiffre assez extraordinaire parce que on estime on a dû en perdre 1 million ou 1,5 million. Je ne sais plus quelles sont les statistiques. Et tu vois, sur la courbe du prix du bitcoin, sa price action, c'est que moins il y en a, plus le prix monte. C'est une espèce de corrélation comme ça. Et tous les 4 ans, on a un halving, c'est-à-dire que les mineurs qui sont récompensés pour assurer la sécurité du réseau, tous les 4 ans c'est une monnaie déflationniste, ou c'est un asset déflationniste. Tous les 4 ans, mon effort pour produire du Bitcoin est divisé, sa récompense est divisée par deux. Et là, le halving va arriver au mois d'avril. Donc, par bloc, aujourd'hui, on est à 6,50 Bitcoin par bloc, et on sera récompensé plus que 3,25 Bitcoin. Donc, il est de plus en plus rare. Ce qui explique à long terme, depuis 2011, le bull run permanent. Alors avec beaucoup de volatilité, il faut être costaud, il faut avoir les reins solides, il ne faut plus regarder le prix en vérité, il faut être un petit peu convaincu que c'est une valeur refuge, j'en suis convaincu, qui s'apprécie avec le temps par le fait de sa rareté. Tu es très bien renseigné. Tu sais, Slim, pour que le comité de Bâle, la Banque International Bank of Settlement, je ne sais pas comment on dit en anglais, a convenu qu'en 2025, les banques seront autorisées à détenir 2% de leurs actifs, 2%, c'est énorme, en, en crypto-monnaie. Alors, une partie ils vont décider une partie en stablecoin et une partie en non stablecoin. Quand bien même il n'y aurait que 1%, on parle de 3 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Donc cet appel d'air, qui à mon sens sera beaucoup plus important que l'adoption, on a beaucoup parlé de l'ETF, tu sais, ce fonds de BlackRock qui peut maintenant permettre aux investisseurs américains d'investir sur le Bitcoin. 3 000 milliards, c'est beaucoup plus d'argent qu'un ETF de chez BlackRock. Donc les choses sont en train de se faire. Il est jamais trop tard pour penser à l'épargne de demain et je veux dire, tout se passe devant nos yeux, tout est digital, tout se digitalise. Et si tu me demandais aujourd'hui en quoi investir, je dirais du Bitcoin et dans des actions de sociétés qui favorisent l'échange d'informations et de data centers. Je pense à Juniper, Arista, Cisco, HP, tu sais. Ce genre de proxy, pour moi, sont des sociétés d'avenir. Et j'espère que des Algériens pourront en profiter et monter des sociétés de ce style en Algérie. Pour le moment, il n'y a que les Algériens qui comprennent, qui pourraient éventuellement investir. Même moi qui suis dans les technologies de l'information, j'ai eu du mal au début à appréhender le concept et j'imagine que le citoyen lambda qui n'est pas exposé à une activité de bourse et de finance moderne. En Algérie, on n'a pas de bourse, on a une espèce de guichet d'enregistrement, mais il y a aucune transaction. Il suffit de regarder les flux à la bourse d'Alger. C'est amusant et on en connaît tous les raisons. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la compréhension. Un investisseur a besoin de confiance. La confiance vient quand il comprend et quand il détient les clés qui lui permettent de comprendre et de se faire un jugement sur la nature ou la qualité de l'investissement qu'il fait. Aujourd'hui, probablement, c'est présomptueux de ma part, probablement que que nous ne sommes pas nombreux du tout à commencer à comprendre la majorité ne comprend pas. Donc, il va falloir qu'il y ait une phase d'immersion totale de l'environnement des affaires algériens dans cet univers des crypto-monnaies, etc., pour qu'ils puissent saisir et devenir créatifs, justement comme tu l'es toi-même. Tu vis dans un environnement qui permet de porter les gens qui ont envie de comprendre et de s'investir dans ce domaine. Je rêve que le législateur algérien
puisse véritablement mesurer l'ampleur du tsunami financier qui est en train de s'abattre avec ces crypto-monnaies et qui va nous permettre de sortir de cette espèce de rigidité, contrôle d'échange, souveraineté liée exclusivement à la monnaie, etc. Donc tout ça, c'est du passé. Je pense qu'on est dans un autre monde. Hicham, un dernier mot pour conclure de ta part. Ah, écoute, j'entends tout à fait ton message. Petit message d'espoir. Après avoir monté mon fonds crypto en Suisse, je me suis rendu compte d'une chose. Le régulateur, la FINMA, était assez souple. C'est une autre façon de voir pour la FINMA. On est souple, on autorise, on regarde, on comprend et on ajuste. Tu vois, mais au début, ils autorisent et c'est un peu curieux parce que c'était un peu le Far West. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et progressivement, la FINMA a régulé et a organisé. Et aujourd'hui, on en arrive en Suisse à avoir un vrai métier. Tu as deux banques totalement crypto qui sont Signum, qui s'appelle maintenant Amina, peut-être parce que des investisseurs du Middle East ont pris des positions, et Signum et Seba, voilà. Et totalement numérique, totalement digital, des banques crypto, tu comprends, tu as des comptes crypto. Et ça, le régulateur suisse a complètement accepté cette chose, ça ne lui fait pas peur. Euh, pour en revenir au fait qu'en Algérie, on soit loin de l'univers, si tu veux, de la blockchain en général, rassurons-nous, j'ai encore des questions d'investisseurs en Europe, aux États-Unis un peu moins, en Europe et en Suisse, encore de gens qui débutent vraiment, qui sont vraiment, vraiment très loin d'une compréhension claire aussi, hein. Donc le chemin va être excitant pour tout le monde. Nous ne sommes pas les seuls à débuter. Super. Hichem, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation de podcast et merci pour ces éclairages. J'espère ça va apporter un petit peu de dynamisme dans ce secteur qui est très très important pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup. À Je t'en prie, bientôt. refaisons ça À quand tu veux. À bientôt. bientôt. À bientôt.